Salut à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du débriefing F1 sur motorstv.com. On se retrouve au lendemain du Grand Prix de Monaco. Salut Jean-Luc. Salut LFB, salut à tous. Un Grand Prix très intéressant, et c'est souvent le cas à Monaco, marqué, vous le savez, par un nouveau doublé de l'équipe Brown GP, avec une nouvelle victoire de Jenson Button, les Ferrari derrière, avec Raikkonen sur le podium, et puis du côté des pilotes qui marquent des points, on va rappeler que Weber, Rosberg, Alonso et Sébastien Bourdet sont effectivement rentrés dans le top 8. Pour la règle du jeu en ce qui concerne le débriefing F1, vous savez que vous allez poser vos questions, on va y répondre, et pour poser vos questions, c'est soit par écrit sur le forum Motors TV à la rubrique Monoplace, soit les vidéos. Allez, on vous y attend par vidéo. Vous allez vous inscrire sur le groupe YouTube Le Débriefing F1. Allez Jean-Luc, on arrive tout de suite dans le vif du sujet avec la première question d'Alex F1 de Stand F1. Les rivaux de Button ont-ils pris un coup au moral après sa victoire à Monaco hier ? Eh ben, je crois que c'est clair, effectivement, là, à la place des adversaires, bon, à l'exception peut-être de Ferrari, parce que Ferrari a marqué un progrès, on va peut-être y venir un peu plus tard, mais je pense que même Barrichello, on a vu les deux hommes se répliquer temps par temps, secteur par secteur, il y a cru Barrichello jusqu'au bout, il avait la certitude de Ross Brawn qu'il pourrait jouer sa carte, il n'y a pas eu d'embrouille cette fois-ci, il n'y a pas eu de changement de stratégie, c'était un combat à la loyale, Barrichello prend un départ formidable, qui nous a peut-être privé d'ailleurs d'une course à suspense, parce qu'on imagine évidemment que si Raikkonen avait devancé déjà Barrichello, et pourquoi pas peut-être Button, on avait parlé beaucoup de l'utilisation du KERS à ce moment-là, là aussi on va peut-être y venir, donc je n'en dirai pas de mots. C'est évident que Button, c'est le prince de Monaco, il domine outrageusement ce début de saison, il dispose d'une monoplace magnifique, à sa convenance, il est en pleine confiance, on l'a vu courir dans les rues de Monaco tel un faune joyeux de sa bonne blague juste après son arrivée. Bon là il les a bien massacrés, là c'est clair. Voilà, et donc ça fait 5 victoires en 6 courses quand même pour Button, qui de plus en plus ressemble à un futur champion du monde. Oui, alors moi j'aime pas qu'on en parle trop tôt non plus, comme beaucoup de pilotes, comme Patrick Tambay, bien sûr, c'est trop tôt, il y a que 6 grands prix, malheureusement. C'est un sport dangereux, il peut arriver plein de choses, il peut y avoir une progression des autres, un problème qui apparaisse quelque part. Non, c'est trop tôt pour en parler. C'est clair que c'est l'homme très très fort du début de saison. Apparemment, l'écurie domine également les autres, mais moins qu'avant. Moi, je pense que c'est trop tôt pour le dire. Maintenant, c'est sûr qu'il a tous les atouts en main, c'est clair, on va pas se voiler la face. Alors, une question de Herf. Alors, effectivement, tu sais que pour expliquer cette domination de Brown GP, on n'arrête pas de dire que c'est parce qu'ils avaient un peu sacrifié l'an dernier, qu'ils avaient préparé bien en amont la saison 2009. C'était une explication. Voilà. Alors Herf se demande, au vu de leur dernière mauvaise performance, les grosses équipes n'ont-elles pas intérêt à préparer déjà la saison 2010 ? On pourrait se le demander. Bon, là maintenant, je crois que Ferrari vient de démontrer lors de Grand Prix, et du Grand Prix précédent, parce qu'il ne faut pas oublier que le réveil de Ferrari, si on peut s'exprimer comme ça, s'est déjà manifesté lors du Grand Prix précédent à Barcelone. On a vu quand même qu'elles étaient en regain de forme. Là, c'est confirmé, même si la part du pilote, on le dit toujours à Monaco, est peut-être plus importante que celle de la machine. Donc les deux pilotes sont là et bien là. Ils ont retrouvé une certaine confiance. Les deux machines sont là sans faille. On a vu les deux Ferrari à la bataille pratiquement tout le Grand Prix revenir, être solides, constants. Là aussi, confirmation ou pas en Turquie. Moi, je dis confirmation. Probablement, Ferrari est en train de revenir pas très loin du niveau, parce qu'on va peut-être en parler aussi, de Red Bull Renault, qui n'a pas été, malgré la performance de Weber, qui est très bonne, pas été tout à fait aussi en évidence qu'on peut le penser à Monaco, pour des raisons monégasques, on va dire. Mais je pense que Ferrari a refait un pas en avant, donc sacrifié. Alors, si on en revient à McLaren, puisque la question porte sur les grandes équipes, McLaren était dans le coup. Là, ce sont les pilotes qui se sont pris les pieds dans le tapis, parce que Hamilton, erreur à Mirabeau, donc qui condamne ses qualifs. Aux essais, donc aux essais, naturellement, donc il part derrière. Après, il change de boîte, parce que la boîte a pris un léger pet au moment du contact. Donc il part dernier avec une stratégie d'ailleurs audacieuse qui n'a pas démontré, c'est-à-dire léger en carburant au lieu d'en mettre beaucoup. Bon, ça marche pas, il termine 12e, 13e, enfin on le voit jamais. Et quant à Kovalainen, il fait une bourde énorme, mais la sanction pour lui, c'est pas la même que celle de Massa aux essais en qualif, où il arrache juste le museau au même endroit. Là, il pulvérise l'auto et on voit, au moment où ça tape, on voit que ça va très vite quand même à cet endroit-là. Et donc, erreur des deux pilotes, McLaren n'est pas en cause. Alors, malheureusement, Toyota et BMW, les pauvres. Voilà. Oui, alors c'est la question suivante. Allez, on enchaîne. Nini. Comment peut-on expliquer la dégringolade de Toyota ? Bon, Nini s'intéresse à Toyota, c'est vrai que BMW, ça a aussi été catastrophique. Pareil. Première ligne à Bahreïn, dernière ligne. Si je résume et si je caricature un petit peu à Monaco, c'est incroyable. C'est absolument incroyable. Alors là, d'ailleurs, le drame, c'est que même Toyota ne sait pas. On a eu des interventions de plusieurs responsables, notamment Pascal Vasselon, bien sûr, sur RMC, et donc il ne sait pas. Alors là, c'est un drame. Les communiqués officiels, on ne sait pas, on ne comprend pas, on travaille, mais on n'y arrive pas. Les pilotes disent, Glock a dit, le plus terrible, on est à notre place.
C'est-à-dire que normalement, les deux Toyota étaient sur la dernière ligne de la grille de départ. Alors, encore une fois, on va dire, Monaco est atypique, certes, mais la démonstration n'avait pas été là non plus à Barcelone. Il y a eu immanquablement une chute de performance, mais alors dramatique. Toyota, dont on disait, à Bahreïn, comme tu le disais, vont-ils gagner le Grand Prix bientôt ? Bon, là maintenant, on en est tellement loin que personne ne sait où ils sont. Je veux dire, c'est le drame. Un mot de BMW dont on ne parle pas. Kubica se battait pour la 2e place en Australie, oui. Tu te souviens, avec l'incident avec Vettel. Et là, oui. Il faut croire que là, à l'inverse, c'était une exception, parce que le niveau des BMW, là aussi les pilotes le disent, on les a vus en conciliabule après les qualifs, les deux, mais atterrés vraiment avec le masque, donc ils n'ont plus la moelle, ils n'ont plus envie d'aller chercher. Et c'est ça le problème d'un pilote aussi, on ne peut pas leur reprocher. Ce sont quand même des garçons qui prennent des risques tout le temps, à très haut niveau, surtout à Monaco. Aller s'arracher pour le dernier 10e alors qu'on est 18e ou 19e, c'est impossible de leur demander ça. Donc c'est un désastre, un naufrage, il n'y a pas d'autre mot, pour Toyota et pour BMW. Et de surcroît, au sein des deux équipes, on ne sait pas comment en sortir, ni pourquoi. Bon, alors en tout cas, donc partons du principe que Ferrari a su montrer quelque chose dans ce Grand Prix de Monaco. Et pour terminer avec le sujet, Rémib de Tout sur la F1 te demande, Ferrari s'est-elle rapprochée de Brown GP ou est-ce quand même dû à la nature du circuit de Monaco ? À mon avis, Ferrari s'est rapproché de Brown GP. J'ai déjà un petit peu répondu parce que certes, la part est toujours pareille, on ne peut pas se risquer dans des pourcentages, c'est toujours très aléatoire. La part du pilote dans le résultat à Monaco est plus importante qu'ailleurs. De combien ? Je ne sais pas. Je pense qu'effectivement, il faut un courage extraordinaire, une dextérité phénoménale, enfin bon, on va pas les rajouter, il faut toutes les qualités du monde, mais il faut quand même une bonne machine. Alors, immanquablement, avec un tromblon, on va y aller carrément, je ne vais pas citer de nom, mais on en a parlé il n'y a pas très longtemps, un bon pilote ne peut pas briller. Donc il faut les deux. Donc ça veut dire que Ferrari, immanquablement, s'est rapproché de Brown Grand Prix. Les deux pilotes l'ont confirmé, les deux pilotes, pas un seul. À Barcelone, on a vu également les Ferrari revenir un petit peu dans le coup. On l'avait dit en début de saison, à l'FB, dans ce débriefing F1, les grandes équipes ne meurent pas. Et McLaren est en train de revenir. Le jour où les pilotes arrêteront de se prendre les pieds dans le tapis, il n'y en a pas, ça tombe bien, il n'y en a pas en Turquie, enfin il y en a, mais pas cela, pas sur la piste, ça ira beaucoup mieux. Donc je pense qu'on reverra Ferrari, bien sûr, et McLaren, on va dire, dans les 3-4 premières années. Mais attention en Turquie, hein. Massa toujours très à l'aise, Ferrari a toujours été très bon là-bas. Donc là, il y a peut-être effectivement un espoir. Question de Sebdou 13, qui là aborde le cas Renault. Rappelons qu'Alonso, 9e sur la grille, 7e à l'arrivée. Là aussi avec la déclaration qu'il ne pouvait pas vraiment faire mieux. Mais Sebdou 13 se demande, quand on voit ses performances comparées à sa voiture, est-ce qu'il n'est pas le meilleur pilote actuel ? C'est une très bonne question. Il ne démontre pas qu'il est le meilleur pilote actuel. Déjà, double champion du monde de Formule 1, il ne lâche jamais rien, on le dit, jamais rien, il commet un minimum d'erreurs, voire pas d'erreurs du tout. Il est dans les tout meilleurs, c'est clair que son potentiel n'est pas entamé, il serait lui, allons-y, osons, dans une Brown, je ne sais pas s'il serait devant Jenson Button, mais il serait avec Jenson Button, c'est clair. Il serait dans une Ferrari, je ne sais pas s'il serait devant Raikkonen et Massa, mais il serait au moins avec Raikkonen. Bon, c'est un des tout meilleurs pilotes, allez, on va se risquer, un des 3 ou 4 meilleurs sur la grille, c'est clair, et alors lui ne lâche jamais rien, il se bat comme un chien, on l'a vu encore là, bon, ça a l'air de rien, oui, partir 9e, finir 7e, mais il a fallu qu'il s'accroche, parce qu'à un moment il avait bourdé pas très loin derrière, la stratégie moyenne. Non, il tire le meilleur de sa monoplace. Bon, pour Piquet, là, à sa décharge, on n'a pas vu, parce que Piquet, c'est pas de sa faute. Apparemment, oui, là, il est vraiment pour rien. C'est pas de sa faute. Bon, ils étaient en train de se chauffer avec Buemi depuis le début. L'un était devant l'autre. Après, Piquet était devant Buemi. Buemi a dit qu'il est allé s'excuser. Oui. En plus, c'est ce qu'il avait mieux à faire. Dans ce cas-là, bon, ça arrive à tout le monde. Il est tout jeune, il est rookie. Bon, il a fait la faute à Sainte-Dévote. Il ira porter un cierge la prochaine fois. Voilà. Baseball 73. Compte tenu de sa bonne prestation, Sébastien Bourdet a-t-il trouvé la solution pour adapter sa voiture à son pilotage ? Alors, qu'est-ce qu'on est heureux déjà. On l'a un tout petit peu tapé sur les fesses amicalement puisqu'on l'adore, on vous l'a dit. Alors là, on va le féliciter, on l'a fait. Superbe course de Sébastien Bourdet. Il a raté ses qualifs, il l'a dit lui-même, donc il a pas trouvé, il savait pas où il était, il n'a pas trouvé les bons réglages. D'ailleurs, Buemi le devançait, Buemi 11e, Sébastien 14e. Et donc, Buemi commet l'erreur que l'on sait, mais ça fait partie de la course. Et donc, Sébastien solide, constant, avec une stratégie à un seul arrêt. Il part avec un chameau là aussi, avec pratiquement 700 kilos dans la voiture, pas 700 kilos de carburant, si la langue fourche, non, 700 kilos au total. Ça fait déjà, on enlève les 605, et ça fait déjà donc 95 kilos de carburant, c'est énorme. Et il ravitaille de mémoire au 50e, je crois. 50e tour. Donc, aucune erreur, il a dit que parfois il s'est fait peur. Superbe course de Sébastien. Alors, il a dit à la fin de la course, et ça c'est important aussi, il a dit « Je crois que j'ai compris qu'il fallait que j'arrête de pidailler des trucs et que je me... » voilà. Peut-être pas faux. Donc c'est peut-être pas faux. Alors maintenant, on arrête d'intellectualiser, j'allais dire, de penser les choses. On s'assoit dans la voiture, je vais être cru, on les pose sur le tableau de bord et on envoie. C'est comme ça que ça marche. Il le sait bien, Sébastien. Il le sait mieux que personne.
Alors, une question de Raskas, le bien nommé. Effectivement, Oula. Voilà. Alors, il a subtilement écouté la petite communication radio entre Button et son stand une fois l'arrivée jugée. Donc il y a eu les cris de joie, mais il y a eu aussi une phrase qui l'a alerté et il te demande des précisions. Pourquoi l'ingénieur de Button lui demande-t-il de ramasser de la gomme après la course? Bon, alors là la réponse est très simple. En fait, la voiture, surtout là, chaque écurie évidemment ne s'amuse pas à ramener du carburant en excès à l'arrivée. Donc normalement dans le réservoir il est vide, totalement vide, puisque toute la stratégie est déterminée là-dessus pour ne pas emmener du poids supplémentaire. Donc le but c'est de ramasser du poids au cas où on passe, puisqu'à tout moment la monoplace doit être à plus de 605 kg pilote à bord. Pour ça qu'on pèse le pilote, on le voit, le pilote perd de l'eau, il perd entre 3 et 5 kg, et c'est tellement pointu en Formule 1 qu'on lui demande de sortir de la trajectoire, ramasser des boulettes de gomme, on peut sûrement mettre, là je ne sais pas, mais 2-3 kg de gomme, le pneu est surchauffé, il est à 90 degrés, et on met des boulettes de gomme mortes, collées sur les roues, et ça ramène quelques kilos, donc comme ça quand on va peser la monoplace, on aura 3, 4, 5 kilos gratuits. Alors je me permets d'ajouter que, mon cher Raskas, que c'est dans toutes les disciplines, pareil, partout. Moi je me souviendrai toujours que lorsque Laurent Aiello, notre ami Laurent Aiello, champion BTCC en 1999, là il n'y avait même pas eu de cri de joie. Son ingénieur dans la radio, avant même de lui dire bravo tu as le titre, lui dit ramasse de la gomme sur la gomme. C'était ça qui primait. Donc vous voyez, c'est franchement c'est du poids gratuit, voilà. On va dire. Et voilà. Alors la dernière question, c'est qu'il y a toujours une question un petit peu extra sport. Elle est de Titeuf, de Fanatic F1 et de JM30. Les deux sont sur le même sujet. Le Castellet se place apparemment pour organiser le Grand Prix de Formule 1. En tout cas, il y a eu une petite déclaration ce week-end. Est-ce que tu peux faire le point un petit peu sur l'avancement des différents dossiers pour ce fameux Grand Prix de France à venir? Alors là, je vais essayer d'être très rapide. Bon, le premier, celui qui avait la pole, c'est le cas de le dire, celui de Flins est assez compromis. Soyons clairs, ils vont se battre. Mais Pierre Bédier, on le sait, le président du Conseil général des Yvelines, qui est à la tête de ce dossier, sa condamnation a été confirmée. Donc 3 ans d'inéligibilité. Donc ça veut dire qu'il doit démissionner de son poste de président du Conseil général. Il a eu une forte amende la justice confirme. Donc ça veut dire que le dossier, à mon sens, a du plomb dans l'aile, même politiquement, parce qu'on sait très bien que c'est un dossier éminemment politique, au plus haut niveau de l'État. Donc, on va dire que là, c'est un coup d'arrêt assez violent pour ce projet de Flins, qui était, je le répète, devant. Alors, on parle des sites d'abord, je parlerai du promoteur après, parce que ce sont deux choses différentes. Le site de Flins. Deuxième site en concurrence, l'autre de la région parisienne, naturellement, celui de Val-de-France, celui de Sarcelles, mené par le député François Pupponi, avec Jean-Pierre Beltoise, et notamment Charles Bietri, etc. Ce dossier est bien construit. On va la faire simple, mais autant dire les choses clairement. Il y a un dossier qui est plutôt majoritaire, de droite, qui est le dossier de Flins, un dossier qui est plutôt à gauche, même si je ne connais pas l'opinion politique des différents intervenants, mais parce qu'il est mené par un homme de gauche, François Pupponi, qui d'ailleurs avec humour, j'ai assisté à la conférence de presse il n'y a pas longtemps, disait « Mes amis seraient au gouvernement, ce serait sûrement plus facile pour moi ». Mais il le vivait bien, il dit « C'est normal, on avantage ses amis ». Donc là, ce dossier reprend du poil de la bête, parce que c'est un dossier qui n'est pas seulement un dossier de circuit, c'est un dossier qui est un dossier industriel, avec réhabilitation de terrains qui pour le moment sont friches industrielles, enfin etc., créer des emplois, créer une activité, une animation au-delà du circuit. Donc voilà le dossier de Val-de-France. Et de surcroît, François Pupponi, l'architecte et Jean-Pierre Beltoise ont été reçus par Max Mosley et par Bernie Ecclestone ce week-end à Monaco. Donc ça, c'est un élément très important, pas encore par le gouvernement ou par le chef de l'État, mais peut-être bientôt, sait-on jamais. Alors, Manicourt, personne n'en parle plus, pour être clair. Manicourt 2, là, pour le moment, c'est blackout total. Je pense que c'est perdu pour Manicourt. Et donc, on parlait du Castellet. Alors, le Castellet, il y avait eu des prémices, et on s'en réjouit. C'est un circuit tellement magnifique, qu'il y a eu des affrontements tellement formidables. Donc, il y a une nouvelle direction, maintenant, totalement, avec Claude Sage, que l'on connaît bien, qui est un homme très sérieux, qui était l'importateur Honda et Ferrari en Suisse, qui a repris ce circuit, avec Gérard Neveu à la direction. Et ils ont dans l'idée de rouvrir le circuit au public. Parce que le problème, pour le moment, c'est un problème préfectoral d'autorisation d'ouverture du circuit au public avec les infrastructures. Donc là, on a accueilli, pour le moment, je crois de l'ordre de 3 à 5 000 personnes dans des manifestations un petit peu privées. Il y a une épreuve de GTFIA qui est prévue cette année. Donc ça va permettre peut-être de rouvrir le circuit au public et de l'homologuer. Et pourquoi pas, un retour. Alors là, ce serait le retour surprise du circuit Paul Ricard. On en a gardé des souvenirs extraordinairement émus des affrontements là-bas entre Ayrton Senna, Alain Prost, etc. Parce que l'argument, c'était aussi parce que c'était décentralisé un petit peu par rapport à ce sud de la France et d'être un peu plus central pour permettre peut-être aux spectateurs de la région parisienne de venir. Bernie a dit clairement, quand on lui pose la question sur le Grand Prix de France, il dit « Moi, j'ai pas à choisir de site, simplement, je dis que je veux plus de Manicourt. » Bon, ça, il a été clair là-dessus, là, au moins ça, il a le mérite d'être clair. Il dit maintenant que les Français se débrouillent.
Il rigole un peu comme d'habitude parce que c'est vrai qu'on prête un peu le flanc à la critique. Ceci dit, il faut pas le ramener non plus parce qu'en Grande-Bretagne, en Grande-Bretagne, ils font pas très fort non plus. Donc dans la série Querelle de chapelle, etc., ils sont pas mal non plus. Donc là, il attend qu'on lui dise, bah voilà, sera tel endroit. Alors le promoteur, j'ai dit que j'en parlerai. Le promoteur, a priori, il y en a qu'un déclaré, en tout cas en tant que tel. C'est donc le groupe Lagardère avec Alain Prost. Donc, alors là aussi. Alain Prost a été reçu par le président Sarkozy, donc il a fait part de son souhait de défendre le Grand Prix de France et de l'organiser à partir de 2011. Ça veut dire que le promoteur, normalement, il peut aller ailleurs. Au départ, il avait, semble-t-il, choisi Flins, sans le dire, mais il pensait que c'était le meilleur site. Flins a du plomb dans l'aile. Va-t-il se rabattre lui aussi sur Val-de-France, sur Sarcelles, s'il est choisi ? Ou sur le Paul Ricard? Là, c'est une autre question. Et puis, pourquoi pas un autre promoteur qui peut apparaître en prenant les risques financiers d'organiser le Grand Prix de France. Parce que je répète une nouvelle fois, l'FB, il y a un circuit avec tout un tas d'événements prévus, et puis il y a le Grand Prix de France. C'est deux choses différentes. Bon, bah écoute, je te propose de s'arrêter là. Bah oui. On pourrait continuer des heures. C'est toujours. Certains nous demandent d'être un peu plus long, mais on essaie d'être court. Bon, là, je pense qu'on a quand même battu notre record de longueur sur cette émission, mais vous êtes de plus en plus fidèles au débriefing F1. On vous en remercie bien évidemment. Et je pense que vous vous plaindrez pas qu'on prenne le temps comme ça de revenir sur les Grands Prix et de répondre à vos questions. En tout cas, merci Jean-Luc. C'est toujours un plaisir. Je me permets de rappeler que sur le site de Motors TV, www.motorstv.com, vous trouvez toutes les news avec tous les résultats de toutes les disciplines que nous couvrons sur Motors TV. Et je me permets même à titre un petit peu personnel de dire que sur le blog de motorstv.com, je remets quelques étoiles et quelques avis aussi après chaque Grand Prix. Tout ça est complémentaire. Je croyais comme dans certains films que tu vendais une Mercedes d'occasion et que tu voulais une petite annonce. Non, mais on pourrait. Je remets mes étoiles. Voilà. Bon ben voilà, c'est tout pour ce Grand Prix de Monaco. Donc on se retrouve dans 15 jours pour parler du Grand Prix de Turquie. Effectivement. Voilà, merci à tous, à bientôt. Salut.